mais que souvent, lorsqu'on est pris par ce côté analytique des choses, on n'en voit pas le véritable côté tragique et dramatique. C'est ainsi que nous débutons dans notre ouvrage en racontant comment nous avons compris ce que ça signifiait par un crépuscule de janvier 2009, roulant sur une route achalandée près de Lake Worth en Floride, où nous sommes entrés soudainement dans une zone étrange, une sorte de cimetière, fait de longues rangées de maisons, sans lumière, sans occupants, affichant de futiles panneaux à vendre ou à louer. Tous les propriétaires de ces maisons modestes, avaient été expulsés pour défaut de paiement. Le lieu suintait l'humiliation des parents, le désespoir des enfants, la décadence d'une société. Me vient à l'esprit d'ailleurs cette phrase de Jean Rostand: « La grandeur d'une civilisation se juge à la façon dont elle traite les plus faibles. » La civilisation américaine me semblait bien mal en point en cette soirée de janvier. Étant donné la nature de mon propos et les recommandations auxquelles nous aboutissons dans notre récent ouvrage, il est approprié d'annoncer clairement où je loge dans le village des idéologies. Je crois en l'entreprise privée et en l'économie de marché. Miela et moi avons vu, et dans son cas vécu, les cruels rationnements, les files d'attente, les magasins vides, les pénuries de biens essentiels, la mortelle inefficacité qui sont le lot d'une économie planifiée, d'un système économique étatique. Aucun doute que les marchés poussent à l'utilisation efficiente des ressources et répondent rapidement aux besoins et attentes des consommateurs et sont créateurs de richesses et de bien-être de la société. Les marchés sont une grande invention, tout comme l'énergie nucléaire. Ils produisent de grands bénéfices pour la société lorsqu'ils sont bien encadrés et réglementés. Le marché est le meilleur ami du citoyen, mais c'est un ami imparfait. Manique dépressif, il est exubérant un jour et déprimé sans raison le lendemain. Il a des goûts douteux, il favorise les forts et les riches au détriment des faibles et des moins nantis. Il fréquente les spéculateurs de tout acabit. Il flirte avec l'illicite. Il souffre de mythomanie, se croyant toujours et partout rationnel et efficient. Malgré cet art, il demeure tout de même le meilleur ami du citoyen. Tous ceux qui croient aux vertus du marché et de la libre entreprise, qui croient au mérite du système dit capitaliste, doivent les premiers se lever contre les abus, les déviations, les manigances qui risquent de discréditer ce système pour le plus grand malheur de tous. On doit être critique de ce bon ami et sévère envers lui. Il y va de son intérêt et du nôtre. Les générations qui nous ont précédés ont pu compter sur de célèbres défenseurs des marchés de l'entreprise privée. Ces remarquables esprits, ces intellectuels et philosophes de notre âge étaient également engagés dans les débats et l'action politique de leur époque. Edmund Burke aurait pu parler en leur nom à tous lorsqu'il déclarait n'avoir que mépris pour ceux qui protègent leur pureté intellectuelle par un célibat politique. Tous ont noté l'ironie du capitalisme. Son succès se fonde sur des valeurs et des normes sociales que le capitalisme cherche même à détruire. Les forces dynamiques qu'il déchaîne minent progressivement les valeurs de loyauté, de réciprocité, de confiance, de retenue, ce que Putnam et d'autres ont nommé le capital social. Éventuellement, le capitalisme s'affranchit de toute contrainte, élude les restrictions et les prohibitions. Or, ces valeurs sociales et ces restrictions sont nécessaires au capitalisme. Leur absence en sonne le glas. Ce caractère du capitalisme, ses effets négatifs lorsque poussé à sa logique ultime, est apparu dès ses origines. La tension, voire l'opposition entre le capitalisme d'une part et la solidarité sociale, les valeurs et cultures nationales d'autre part, a préoccupé les philosophes depuis au moins Adam Smith. Le capitalisme, écrivait Karl Marx, porte en lui-même le germe de sa destruction. La cupidité et l'appât du gain sont les ennemis de la cohésion sociale et de la moralité. Le capitalisme n'est qu'un autre nom pour la cupidité, représente une force irrésistible, ultimement nocive et cruelle. Il est illusoire et trompeur de croire que l'on peut vraiment encadrer ou réglementer le capitalisme,
Il faut donc l'abolir, l'éliminer, l'interdire. Marx, dont la mère disait « Si seulement Karl avait un peu de capital plutôt que d'écrire sur le capital », n'avait pas compris toutefois la capacité du capitalisme de se renouveler, de s'adapter, de renaître de ses cendres. Smith, dont on a voulu faire, Adam Smith, dont on a voulu faire le père fondateur d'une sorte de fondamentalisme des marchés, était au contraire bien conscient des risques et des conséquences d'une économie de marché sans limite et sans bornes. Smith n'a-t-il pas écrit un ouvrage intitulé The Theory of Moral Sentiments, un plaidoyer pour la morale, les valeurs sociales et la recherche du bien commun? Smith croyait que le libre marché devait mener au développement de valeurs comme la prudence, la vigilance, la constance, la circonspection. Edmund Burke, philosophe conservateur, grand supporter de l'économie de marché, décriait les effets pernicieux de l'avarice et de l'amour du lucre lorsque sans restriction et mal canalisé. Dans un propos très contemporain, Burke écrivait en 1790 que le plus grand danger pour la société commerciale provenait des gens d'argent, men of money, dont l'ambition pécuniaire n'était pas suffisamment entravée par les règles légales ou culturelles. Les conservateurs de naguère étaient confrontés au dilemme suivant. Leur engagement envers les libres marchés, associé à une phobie prononcée pour toute intervention des gouvernements, les empêchait d'intervenir lorsque les forces dynamiques de l'économie de marché et du capitalisme menaient le système à sa déconfiture. Ils en appelaient alors un retour et à l'exaltation des valeurs morales et sociales, seules capables de contenir les excès du capitalisme, ou encore, ils en arrivaient presque à célébrer ces crises comme une sorte de saint mécanisme d'autocorrection inhérent au capitalisme. Devant les signes avant-coureurs de la dernière crise, certains puissants idéologues, Greenspan au premier chef, ont adopté une posture semblable. Toutefois, ceux qui croient aux vertus du système capitaliste, de l'entreprise privée et des marchés, seront plus utiles s'ils acceptent qu'une bonne dose d'intervention, d'encadrement et de réglementation soit nécessaire à la survie du système. Un appel aussi éloquent soit-il au renouveau des valeurs morales ne peut, à court terme du moins, suffire, dans un monde dépouillé des institutions responsables de susciter, de protéger et d'entretenir ces valeurs. Quant à proposer aux citoyens de souffrir en silence pendant que le merveilleux système se guérit par lui-même de ses pathologies, cela me semble politiquement périlleux et inutilement cruel. Notre propre démarche s'inspire donc d'une certaine tradition selon laquelle un appui à l'économie de marché et la libre entreprise doit s'accompagner d'une volonté, d'un devoir d'en contrôler les excès et d'établir les garde-fous de leur pérennité, mais aussi d'une certaine justice sociale. Lacordaire avait une phrase heureuse sur le sujet. Entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Deux distinctions préalables toutefois, contrairement à ce que prétend un certain courant idéologique, qui a eu ses heures même au Québec, la discipline du marché n'est pas appropriée pour toutes les activités d'une société. Certaines institutions gardiennes des valeurs, aurait dit Platon, doivent être soumises à une logique distincte, voire protégée de la logique des marchés. Alors, comment démarquer la nature des biens et services que l'on devrait soumettre à la discipline des marchés et ceux que l'on devrait considérer comme des biens et services publics devant être produits et distribués selon des mécanismes sociaux et politiques? Cette démarcation varie d'un État à l'autre, ainsi que d'une époque à l'autre, selon les courants idéologiques dominants. En certains pays, à ce moment même, la gestion des prisons, l'assurance santé, l'eau potable, les services militaires d'appoint sont soumis aux lois des marchés. D'ailleurs, ce sont des biens publics exclus des marchés. Deuxièmement, si les vertus des marchés de biens et services sont généralement admises et prêtent peu au débat de notre temps, il en va autrement des marchés financiers. Ceux-ci tentent de s'affubler des mêmes vertus que les marchés de biens et services, efficience, innovation, satisfaction des besoins, concurrence, etc. Or, les marchés financiers, hormis pour leur rôle d'intermédiation, apportent peu de valeur ajoutée pour la société. Hypertrophiés et métastasés, les marchés financiers étouffent l'économie réelle et imposent leur logique pernicieuse aux marchés de biens et services. Voici un point essentiel de toute notre argumentation. Les marchés financiers en sont venus à imposer leur logique du court terme de croissance trimestrielle du bénéfice par action, alors que celles-ci, les entreprises, font face à une concurrence féroce sur les marchés pour leurs produits et services. J'ai l'intention d'illustrer mon propos sur cette logique pernicieuse des marchés financiers par trois